Festival de Laval en 2008. C'était Sorge Chalandon qui était mon parrain. Et c'est resté à quelqu'un que j'aime beaucoup, Sorge. Je l'ai rencontré à ce moment-là. Et c'est un auteur que je trouve fabuleux et c'est une personne que j'aime beaucoup. Et donc, je suis tellement fière et contente d'être là et d'être un peu à sa place. C'est fantastique. Et, et je sais, parce que je me rappelle tellement, c'était il y a 13 ans, quoi. Mais je me souviens tellement de la difficulté que c'est d'écrire un premier roman. On ne sait pas, on n'y connaît rien. Enfin, moi, je sais que je connaissais personne. Je ne savais pas ce que c'était qu'un auteur vivant. J'étais complètement... voilà, je ne savais pas comment fonctionnait le monde de l'édition. Euh, je, conna- je lisais que des morts, quasiment. Enfin, Des j'étais... écrivains morts, voilà. ouais, des écrivains morts. Euh, C'était fabuleux c'était fabuleux de rencontrer des lecteurs. Déjà parce que le lecteur avait quelque chose d'extrêmement virtuel. J'étais pas sûre d'en avoir. Oui, puisque Euh, c'est le premier roman, donc on ne bah, sait pas s'il sera reçu ou... on ne sait pas. C'est fantastique de rencontrer un lecteur. Et des festivals comme ici, ça permet ça. Ça permet de rencontrer ces lecteurs. Il y a quelque chose je sais qu'on doit parler du fabuleux et du merveilleux, mais il y a quelque chose de merveilleux de voir ces lecteurs se matérialiser. Il y a un truc fou, quoi. Tout d'un coup, des gens qui ont passé du temps dans ce qu'on a écrit, qui ont imaginé quelque chose à partir de ce qu'on a écrit, et voilà, écrire un premier roman, on est à la fois plein de rêves, et puis en même temps, on est sûr que rien ne va se réaliser, et on est plein d'hésitation. Et enfin, moi, je sais que je manquais terriblement de confiance. Donc, c'était fabuleux d'être accueilli. Et à Laval, on est accueilli. Alors, les grands esprits se rencontrent, Carole, parce que je voulais commencer cet entretien avec une sorte de petit jeu, mais vous allez voir, tout à fait innocent. J'adore D'habitude, jouer. quand on... Ah bah alors ça tombe bien, on était fait pour se J'adore. rencontrer. Quand on vient à Laval, d'habitude, il y a donc un public qu'on voit. Mhm. Et à force de venir, d'année en année, là, même s'ils ne sont pas physiquement Le présents, public a disparu. il est de l'autre côté, mais moi je vois des visages alliés. Je reconnais ce monsieur avec ses lunettes qui prend des notes, cette dame là-bas qui est toujours souriante et qui raconte son passé de comédienne. Tout ça, ce sont des, entre guillemets, vrais gens. Or, il se trouve que pour les roses fauves, on apprend très rapidement que c'est une lectrice qui vous a guidé vers la piste de cette narration dont on va parler. Alors justement, si on devait la décrire, cette lectrice, elle est peut-être dans le public Ah, virtuel. mais elle existe. Oui, justement, alors à quoi Donc, elle ressemble? euh, alors, en fait, je me souviens pas bien de la première fois que je l'ai rencontrée. Je me souviens pas vraiment à quoi elle ressemblait. C'était il y a 13 ans. Et c'est vrai, je me souvenais de ce qu'elle m'avait dit plus que de son physique. Et j'avais pas son nom. Et cette femme m'a dit que, à l'époque, en fait, le cœur cousu, c'était mon premier roman, donc celui pour lequel je suis venue à Laval. Le cœur cousu, elle m'a dit que le roman était superbe et que le titre était magnifique. Et moi, il se trouve que le titre du cœur cousu, c'était pas mon titre. Moi, normalement, c'était La Traversée. Et mon éditeur, Jean-Marie Laclaftine, m'avait dit, c'est passé à l'unanimité en comité de lecture, y compris le titre. Mais franchement, le titre est nul. Enfin, il m'a pas dit nul, Oui, mais c'était c'est direct hein, quand quasiment, même. quoi. Non, non, mais c'était ça. Moi, j'aime pas du tout. Il faut trouver quelque chose de plus concret. La traversée, ça pourrait être n'importe quoi. Enfin bon, bah, voilà. Et moi, ça faisait 15 ans que je l'écrivais et ça faisait 15 ans que je voyais la traversée. Et faut dire qu'il y avait aussi un roman de Labro qui était paru entre-temps et Donc il qui fallait s'appelait... éviter la confusion. Ah ouais, sur la même couverture blanche. Oh merde! Voilà, Ah alors, ben voilà, c'est les voilà, ça aléas du c'est moi. direct. Et ben voilà. Vous voyez, Mais ça aurait pu arriver sous le il faut chapiteau. toujours que je cochonne tout. Mais c'est assez joli la tâche en même Oui, et temps, on hein. n'avait pas répété à Qu'est-ce que... l'avance. Non, Je c'est tiens à le pas fait dire. exprès. C'est pas fait Donc, exprès. on Et revient à nos donc, moutons. elle me dit, c'est un très beau titre. Je lui dis, il est pas de moi, c'est mon éditeur qui l'a trouvé. Et moi, franchement, je l'aime pas. Et je l'aimais pas parce que je trouvais que ça faisait un petit côté, je sais pas, chambre de filles, des cœurs partout. Ah oui, le côté Voilà, ce côté un peu comme midinette. ça. Ouais, ouais. Et ça me cassait les pieds. Et même si des copains m'avaient dit, mais non, 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 c'est pas vrai, ça fait chirurgical, ça fait un Ouais, peu ça, gore, ouais. j'y croyais pas. Et elle m'a dit, ah, mais votre éditeur doit connaître la coutume espagnole. Et non, je savais qu'il ne la connaissait pas parce que sinon il m'en aurait parlé. Donc je lui ai demandé, c'est quoi cette coutume espagnole? Et là, elle m'a raconté un truc magnifique. Et j'ai aimé mon titre. Elle m'a dit, cette femme, elle m'a dit que
l'endroit d'où elle venait en Espagne, en fait, dans cet endroit-là, les femmes avaient l'habitude, au moment où elles sentaient la mort approcher, parce qu'elles étaient très vieilles ou malades, de broder un petit cœur dans le secret. C'est comme une sorte de petit coussin. Et il ne faut pas les voir, on fait semblant de ne pas les voir quand c'est des vieilles dames qui vivent à la maison, dans la famille et tout. Et dans ce petit cœur, dans ce petit coussin, elles mettent des tas de petits bouts de papier qui sont toutes leurs confessions, en fait. Tout ce qu'elles n'ont jamais dit, même au padré et tout. Et puis elles referment à l'aiguille. Et puis une fois qu'elles sont mortes, c'est leur fille aînée qui hérite du cœur cousu. Et, et elle m'a dit qu'il y avait dans des familles des armoires entières pleines de cœurs cousus d'aïeul. Donc le poids du secret, oui. Ah ouais. Incroyable. Non, mais le poids du secret et en même temps, toute l'histoire familiale. Parce que Dans une armoire. dans une armoire, C'est fou, ça. un truc fou, quoi. Un truc, puis des cœurs, un machin qui est très organique. Et je trouvais ça vraiment, enfin, même si c'est du tissu, il y a quelque chose de très organique. Et puis le tissu aussi, c'est le textile, c'est la trame de mots, c'est le texte. Tu vois, il y a tout ça, quoi. C'est l'étymologie du mot texte, du textile, c'est tout Oui, il y ça. a le lien Je entre trouve texte ça, et textile, oui. je trouvais ça vraiment très, très, très beau. Et donc, en fait, j'ai tout de suite imaginé, je me suis dit, oh là là, mais un jour, moi qui travaille sur tout ce qui se transmet de génération en génération, un jour, je vais travailler sur ces cœurs-là. Et je lui dis, mais cette histoire-là, on la lit. Et elle m'a dit, non, c'est interdit, justement, le secret, comme tu le C'est dis. péché, comme C'est vous pourriez dire. interdit, c'est malédiction si jamais on ouvre ces cœurs. C'est pas possible. Et si jamais il n'y a qu'un fils et pas de fille, eh bien, c'est le fils aîné qui hérite du cœur de la mère, avec interdiction absolue de l'ouvrir, bien sûr aussi, et le fils ne doit pas garder le cœur de sa mère. C'est comme ça. C'est beau comme phrase. Le fils ne doit pas garder le Mais cœur de oui, sa mère. On est dans la poésie. c'est très joli. Donc, j'ai demandé qu'est-ce qui se passe. Et bien, à ce moment-là, c'est la bru qui hérite du cœur. Et, Donc forcément une femme, oui. et je dis, bah alors, à ce moment-là, forcément, elle ouvre. Oui, la bru. Bah oui, Bah oui. bah forcément. Petite vengeance Bah, personnelle. Bah, même par pure curiosité. Enfin, Oui. pas de Dans la quelle famille, famille je suis vraiment, quoi, tu tombé? vois. Mais non, elles ouvrent pas. Et si les brus n'aiment pas leur belle-mère, enfin, ou n'aimaient pas leur belle-mère, elles jettent le cœur au feu. C'est incroyable, ça. Donc Il est passé où, le cœur de maman? Ah bah je l'ai brûlé, j'aimais pas ta mère. Super, bonne ambiance. Et alors d'ailleurs c'est assez fort ce symbole du cœur cousu puisque on est tous des lecteurs ici et ça m'a rappelé moi une tradition, une dame que j'avais rencontrée il y a longtemps qui elle faisait pas des cœurs mais des rectangles et dans ces rectangles elle enfermait ses prières. C'est-à-dire que ce n'était pas des secrets mais c'était des prières secrètes. Donc ça existe cette tradition de garder le secret. Alors dans Les Roses Fauves, il y a l'écrivaine, celle du livre, qui est peut-être un peu vous, qui dit, bon, je vais partir en Bretagne, pour écrire, il faut toujours trouver un lieu sympathique, un lieu agréable. Et on ne peut pas s'empêcher de vous demander, justement, vous, comment vous avez ressenti le confinement? Parce que quelque part dans Les Roses Fauves, au tout départ, la femme de lettres, elle s'en va là-bas pour un dépaysement, pour trouver une nouvelle inspiration. C'est presque un confinement volontaire. Donc vous, ce confinement réel qu'on a vécu, qu'on vit encore en ce moment, puisque sinon on serait tous sous le chapiteau, comment ça tintinabule à l'oreille de l'écrivaine que vous êtes? C'est une chance et comment on vit avec? Non, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire quelque chose de volontaire, ça n'a rien à voir avec quelque chose de subi. Donc de toute façon, quand on écrit et qu'on décide de s'enfermer pour écrire, ça n'a rien à voir quand on est enfermé et qu'on ne l'a pas choisi. Enfin, C'est deux démarches différentes. c'est complètement différent. Donc, même si je tourne toujours ou très souvent autour de l'enfermement, et que oui, j'ai beaucoup de mal à écrire dehors, et je suis quelqu'un qui a besoin d'être dans un petit espace Protégé pour écrire. par des frontières. Oui, en tout cas, pas. Je suis trop éparpillée, quoi. Sinon, tu vois, j'ai besoin d'une forme de concentration et d'être dans une sorte de reclusoire quelque part pour écrire, parce que sinon, le moindre papillon qui passe, ça y est, je suis partie. Oui. Tu vois, L'imagination s'envole. Non, et en plus, et c'est d'ailleurs le principe du livre, c'est-à-dire que tout roman est poreux, il me semble, et donc à partir du moment où on écrit, tout ce qui vient et qui arrive au moment de l'écriture, même si on est au XIIe siècle ou au XIVe, ça finit par rentrer dans le livre, quoi.
y a un truc qui se passe, hein. Il y a un Oui, vous contact attrapez. entre le monde réel et ce qui se passe au moment où on écrit et puis ce qu'on écrit. On n'est pas complètement déconnecté. On n'est jamais complètement déconnecté, ni de soi-même, ni du lieu, ni du moment qu'on est en train de vivre, ni de l'histoire contemporaine. On ne peut pas. Il y a quelque chose qui fait que ça passe. Et d'où peut-être la difficulté que j'ai, moi, en ce moment, à écrire. Parce que, parce que, parce que oui, moi, je trouve ça très... Alors, il y en a qui sont fantastiques, qui sont super structurés, qui sont contents de pouvoir profiter de ce moment de confinement pour faire des choses et il y en a d'autres qui n'y arrivent pas parce que bah, du coup ça laisse la place à autre chose, à l'angoisse, à plein d'autres choses et moi il se trouve que pas de chance, tu vois, mais ça va mieux, hein. Mais premier confinement, j'étais vraiment pas capable de faire quoi que ce soit parce qu'il se trouve que moi j'ai la phobie des épidémies. Ah oui, Mais la phobie, depuis toujours. J'ai écrit sur la peste. oui. C'est C'est un pour truc ça qu'on. c'est un truc qui me fascine et qui me terrifie. Donc c'est la réalité qui vient dans la Ouais, fiction. c'est terrible parce que j'étais tellement ridicule, si tu veux. Je me rappelle que j'ai acheté des damars aux enfants et à mon mari pour partir sur les routes en cas d'épidémie. Mais j'ai fait ça il y a 20 ans, quoi. Enfin, il y a 15 ans. Et ils étaient tous revenus rouges, tout allergiques. Mais bon, les vélos pour quitter la ville, l'exode, enfin, j'ai un truc en moi comme ça qui est bizarre. Et puis il faut dire que voilà, mon père passait son temps à me montrer des illustrations des planches anatomiques avec des maladies enfin, des planches avec des maladies de peau, des trucs comme ça. Il n'était pas médecin, hein, mais ça l'éclatait. Donc en fait, pour me faire peur le soir, il me montrait des maladies, quoi. Donc en fait, l'ogre de mon enfance, c'était la maladie, c'était l'épidémie, c'était le truc qui passe comme ça, qui se refile et qui décime l'humanité, ou en tout cas qui me fait basculer une société ou une civilisation. Et voilà, donc j'avais à la fois peur de la maladie et de la bascule de la civilisation. Donc moi, je n'étais pas du tout en état pour écrire, si tu veux. Donc particulièrement le premier confinement. J'étais juste... alors je pense que je faisais partie euh, des plus effrayés, tu vois, voilà, je l'avoue, hein. C'est J'étais... c'est vrai qu'avant de démarrer cet enregistrement, on a beaucoup parlé du mot peur. On parlait du mot peur qui se dit miedo en espagnol. Et c'est vrai que c'est peut être un élément aussi qui rentre dans les roses fauves parce que votre personnage, cette écrivaine, va rencontrer donc cette postière qui détient le secret des cœurs, enfin qui va lui permettre d'accéder à ce secret des cœurs. Et il y a un élément intéressant aussi, c'est que l'écrivaine rencontre donc par hasard cette postière. Enfin, le hasard n'est qu'un rendez-vous, comme disait Éluard, donc 3 petits points. Mais c'est grâce à cette écrivaine que la postière va pouvoir comprendre ce que contiennent les cœurs, puisque l'écrivaine parle la langue dans laquelle sont écrites les confessions des ancêtres disparus, c'est-à-dire l'espagnol. Quand on est écrivain, même dès le premier roman, est-ce qu'on se sent aussi un peu interprète du monde, interprète de ce qu'on voit, traducteur de l'imaginaire? alors juste pour situer un petit peu, donc je me suis servie de cette tradition des chœurs. Et j'ai imaginé donc cette lectrice-là, parce Qui est que je avec t'ai nous, pas en fait. répondu, mais je l'ai retrouvée, cette lectrice, qui s'appelle Dia. Je l'ai retrouvée à Cavaillon. Elle est venue me voir après la sortie des Roses Fauves. Donc C'était on peut très saluer joli. Dia de Cavaillon. Elle nous Voilà, regarde on peut-être. peut, on peut saluer Dia de Cavaillon. Elle est venue me voir au moment où je suis passée dans la librairie Le Lézard Amoureux. Et on a pu rediscuter de cette tradition et du livre. C'était très joli parce que elle existe. Mais donc j'ai pas pris Dia vraiment pour écrire le roman. Oui, il y a Voilà, eu un c'est-à-dire travail que de. j'ai l'auteur, l'auteur que j'imagine et qui va rencontrer Lola Cam, qui est une postière dans un petit village breton. Euh, L'auteur qui me ressemble, qui est un double de moi-même, mais qui parle espagnol, ce qui Pas n'est pas vous. mon cas, voilà, ce qui n'est pas mon cas, malgré mon nom Martinez, moi j'ai perdu la langue des origines. Je suis plutôt comme Lola Cam, la postière, justement. Et Lola Cam, la postière, quand elle apprend qu'il y a une romancière qui s'est installée dans le petit village
où elle travaille et où elle habite, puisqu'elle habite juste au-dessus de la poste, et que cette romancière a écrit un roman qui s'appelle Le cœur cousu. Immédiatement, elle veut la rencontrer, elle l'invite à manger, elle qui invite jamais personne, et elle lui montre son armoire. Et dans son armoire, donc, il y a des cœurs, et les cœurs de ses aïeuls, jusqu'au cœur de sa mère. Et il se trouve que l'un des cœurs, tout usé, tout abîmé, s'est déchiré et a laissé se répandre sur les étagères de l'armoire des tas de petits bouts de papier qu'elle n'ose pas lire parce que c'est interdit, Donc il y a la l'olacam, transgression. parce qu'il y a la transgression, donc le secret dont tu parlais, et puis qu'elle ne peut pas lire parce qu'elle a perdu la langue. La barrière de la langue. Voilà, elle a perdu la langue de ses ancêtres, elle a perdu l'espagnol. Et le chœur en question est un chœur ancien, un des chœurs que sa grand-mère a ramené dans son dos pendant la retirada, pendant la guerre civile, quand elle est passée d'Espagne en France. Elle a rien ramené, elle a rien rapporté finalement que ce sac plein des cœurs cousus des aïeuls et son bébé qu'elle portait en fait et à son sein. Donc elle n'a rien, dans son exil, elle n'a rien pu prendre d'autre, mais elle a pris cette histoire familiale, ces secrets, tous ces trucs qu'on peut inventer aussi et imaginer tant qu'on ne les a pas lus. C'est aussi ça qui est dangereux. Et donc quand la romancière voit ça, voit cette armoire, elle n'a plus qu'une seule envie en bonne romancière, comme moi j'aurais envie, quoi, vraiment, elle veut lire le cœur. Elle veut aller voir ce qu'il y a dedans. Elle n'a pas peur d'être déçue. C'est ça qui est étrange. Elle n'a pas peur d'être déçue. Et du coup, si j'ose dire, cette écrivaine, elle est aussi déstabilisée par la découverte. Puisque ce qu'il faut dire, c'est qu'au départ, elle n'était évidemment pas venue en Bretagne en se disant je pars en Bretagne, je trouverai écrire. une postière qui a des cœurs cousus, et c'est bon, j'ai mon roman. Elle ne le savait pas du Mais tout. pas du tout, non. Elle voulait écrire tout à fait autre chose. Et elle se retrouve piégée dans cette poste avec cette femme qui a un petit jardin, cette femme qui est boiteuse, qui aime que son jardin, qui en fait est assez farouche. C'est son sacerdoce, en fait. Oui, c'est toute sa vie, quoi. C'est une sorte de protection, ce jardin. C'est un lieu où elle se sent bien. C'est comme une carapace. Et donc, elle aime ce petit jardin. Et qui, tout d'un coup, fait entrer la romancière chez elle, fait entrer la romancière dans le jardin. Et c'est comme si la romancière perçait cette bulle de protection en Elle arrive. entrant. Et d'ailleurs, c'est vrai ce que vous dites, puisque vous l'avez écrit, le livre, on voit bien que c'est vous, parce que c'est confirmé. Bah, c'est vraiment moi l'auteur. Ah voilà, c'est bien, on avait là. la preuve au cas où vous vous en doutiez. Et depuis Laval, justement, on peut écouter un extrait. Alors d'habitude, c'est vous qui lisez le texte, mais Covid oblige, c'est moi qui vais tenter de lire votre prose, si vous ne voulez pas bah ouais, d'inconvénient. ça me fait plaisir, hein. Et c'est justement cette rencontre avec Lola, et puisque c'est aussi un point de vue subjectif de lecteur. Je n'ai pas mes lunettes en plus. Alors, c'est pas grave, alors. Non, on va faire pas sans grave, les parce lunettes. que c'est vous qui lisez. Voilà, c'est bien. Ça. De toute façon, vous lirez par-dessus mon épaule, on a le magnifique plexiglas. Et donc, il y a ces éléments, ces mots de Lola qui sont assez troublants pour nous lecteurs, puisqu'elle dit à votre narratrice « Dès que vous m'avez dit que vous étiez romancière et que tout roman comportait une part de vérité, j'ai rêvé de discuter avec vous en tête-à-tête. Je n'ai jamais ressenti un tel besoin de me confier. J'aurais aimé vous inviter à déjeuner ce jour-là. J'espérais que vous me diriez que vous aimiez le pot-au-feu ou que ça sentait bon. Et vous l'avez dit. C'est fou, vous l'avez dit. Mais je n'ai pas eu le courage de vous proposer de rester. Je n'ai jamais invité quelqu'un sur un coup de tête comme ça. Il m'a fallu plusieurs jours avant d'oser. Je suis une femme réservée, vous comprenez ? Et alors c'est très intéressant ces phrases, parce qu'on comprend, et vous le dites à travers votre narratrice dans le livre, c'est que quand on est édité, c'est-à-dire quand on fait des romans qui peuvent être lus, qui peuvent être des porteurs de récits à travers le monde, c'est comme si on devenait un aimant au sens que les gens ont envie de se confier à vous. C'est ça aussi la magie dans ce que vous montrez de votre livre. C'est-à-dire, à partir du moment où on est édité, où les gens vous reconnaissent en tant qu'écrivain, donc c'est une fois que le livre est né, on devient parfois la grande oreille ou le confident. Alors, ce n'est pas toujours une condition facile, mais c'est vrai, ça, vous l'avez ressenti. Ouais. C'est assez étonnant. C'est un truc on extraordinaire. sent un changement de posture, si j'ose dire. C'est extraordinaire. Alors, je ne sais pas, ça dépend peut-être des livres qu'on écrit aussi. C'est-à-dire qu'il se trouve qu'avec Le cœur cousu, j'écrivais vraiment une histoire familiale. Qui rentrait donc dans une part d'intimité. Alors, c'était merveilleux, c'était une forme de réalisme magique, Oui, ça avait rien de... C'était un peu fou, quoi, baroque et tout, machin. Mais je racontais quand même l'histoire de mon aïeul et je racontais
comment elle avait été jouée, perdue au jeu par son mari, comment elle avait marché, elle aussi, comme l'aïeule de Lola Cam, euh, pour aller dans l'autre sens, elle, pour partir en Algérie depuis l'Espagne, comment elle avait traversé à la rame, comme disait ma grand-mère, la Méditerranée. Ouais, c'est pas rien, hein. Non, c'est Ben, pas c'est rien. pas Puis en rien. plus, Bon, c'est une vision forte. et je racontais ça, et je racontais donc une histoire de famille qui m'avait été transmise de génération en génération par des femmes qui ne savaient pas écrire, enfin qui s'étaient transmis cette histoire, et qui est arrivée jusqu'à moi, et puis moi je l'écris. Et bizarrement, il y a, les femmes venaient, ou les hommes venaient me raconter leurs histoires de famille. C'était Sans qu'il y extraordinaire. ait de demande de votre Mais part, en pas du fait. tout, pas du tout. C'était ah bah non, moi je leur disais pas ah bah Allez, racontez-moi. Attends, racontez-moi, tu là. vois, non non non, mais pas du tout. Ils venaient se faire dédicacer le roman. Ils l'avaient adoré et ils me disaient moi aussi j'ai une aïeule, j'ai ceci, j'ai cela. Et c'était extraordinaire parce que oui, j'avais plein de gens qui venaient me raconter des choses, les expériences qu'ils avaient. Et puis aussi c'est très beau parce que brutalement on a accès à une intimité parce qu'ils ont eu accès, les lecteurs, et moi aussi quand je suis lectrice, j'ai accès à une forme d'intimité, à quelque chose, à une sensibilité d'un autre que je ne connais pas, qui est l'auteur, vous voyez, et aussi des autres qui me proposent, l'auteur, les personnages. J'ai accès à l'autre et j'ai la sensation presque d'avoir créé quelque chose avec un autre. Vous voyez, on a créé à deux. Oui, c'est une J'ai lu, co-création selon le mot à la voilà, mode du moment, mais c'est j'ai vrai. lu, il a écrit, ou j'écris, il a lu. On fait quelque chose ensemble dans notre intimité. On fait quelque chose ensemble avec nos sensibilités et, et- et des choses profondes et nos secrets. Et on construit quelque chose ensemble. Donc l'autre qui vient, celui, le lecteur, qui fait la démarche de venir voir l'auteur, il, il a quelque chose à lui dire. Oui, c'est jamais gratuit, il y a toujours un échange, en fait. C'est sans doute gratuit, c'est sans doute gratuit, parce qu'en fait, c'est comme l'autostop. Enfin, je sais pas comment expliquer, Oui, quoi. c'est-à-dire que sur On la est route dans de la l'auto. vie, il y a des gens qui vous tendent le Oui, pouce et qui vous disent, bah voilà, et j'ai envie de rentrer dans l'histoire ou faire un bout de chemin. oui, et puis j'ai envie de vous raconter quelque chose. Moi aussi, vous m'avez raconté quelque chose, ça a fait un écho, il y a eu quelque chose, et à mon tour, je voudrais vous raconter. Et c'est comme, voilà, je sais pas si vous avez fait de l'autostop, et quand on fait de l'autostop, bah, tout d'un coup, on se retrouve à côté de la personne et on se raconte des choses. Et parfois très Oui, intimes. c'est la magie Et de puis l'instant. après, pof, on redescend et c'est Et fini, c'est quoi. fini, oui. Voilà, c'est quelque chose d'assez étonnant. Alors, ça peut être aussi comme au confessionnal, mais moins, quoi. Moi, je On vous voit préfère. moins bien tenir le le- con. Bah, je sais Bah, pas, hein. ah bah pourquoi? Regarde, la vitre et tout, mais sauf qu'il Non, manque alors, il s'est les petites passé, grilles. c'est vrai, il s'est Ah, passé. mais là, par contre, regarde. Ah T'as oui, vu? ben Ah, voilà, bah ton j'ai geste. adopté le réflexe. Mais Il c'est. s'est passé quelque chose d'extraordinaire au moment où on a pris l'antenne. Donc, vous avez bien compris que le roman s'appelle Les Roses Fauves, hein, au cas où personne n'aurait suivi. Eh bien, il y a une rose qui est apparue sur la chemise de Carole, c'est dire qu'il y a quelque chose de magique. Une rose que vous ne connaissiez pas. Donc, c'est dire Ah, je qu'on dis est tu depuis digne. tout à l'heure. Eh ben oui. Et c'est un Mais petit j'ai détail, cru. mais c'est le Non, côté. mais c'est vrai, c'est pas une blague, hein. J'ai cru que c'était une sorte de tache ou un truc. Donc j'ai commencé, et je l'ai depuis un moment, ce chemisier. Eh ben non, il y a une rose dessus, C'est quoi. pour dire Il y qu'en a une fait, petite rose noire ouais, brodée. on est vraiment dans J'en le suis pas fabuleux. revenue. On est dans Oui, le c'est ce que fabuleux. je t'ai dit. Bah oui, c'est ça, voilà. Donc vous voyez qu'il y a cette espèce de magie, et plus vous écrivez, plus vous investissez dans vos futurs romans, parce que ça va peut-être donner à des lecteurs de vous confier des choses Et ouais, et auxquelles que voilà. vous ne Et pensez pas. des fois, je C'est leur ça qui dis. est extraordinaire. C'est-à-dire que le livre porte un message, on ne sait pas comment il va être ressenti, et en plus on ne sait pas ses conséquences, si j'ose dire, sur le long terme. C'est extraordinaire. Là, c'est ça le merveilleux, hein. C'est vrai que ça, c'est merveilleux. C'est C'est une magie. merveilleux cette rencontre-là. De tous Euh, les instants, à n'importe quel moment, puisqu'on peut ouvrir un livre à n'importe quel moment, qu'on soit confiné ou pas. Alors, on se promène dans le livre, et il y a une question, moi, qui m'est venue quand je voyageais dans les Roses Fauves, c'est Carole Martinez, que vous connaissez bien, puisque c'est vous. Quelle musique écoute-t-elle quand elle écrit? Parce que un moment, on revient sur Lola, alors il y a plein d'autres personnages, il y a beaucoup de voix dans le roman, mais l'idée ici, vous l'avez compris, c'est de vous inviter à découvrir. On ne va pas tout vous raconter, parce qu'il faut faire l'effort de plonger dans l'univers de Lola, dans l'univers de la narratrice, et dans toutes ces voix qui vont se mêler, et puis dans une autre voix plus inattendue, mais ça, on n'en dit pas plus, on garde le secret. Une voix un peu, on va dire, cinématographique, on pourrait dire ça comme ça. Et donc, à propos de Lola, il y a ce chapitre qui commence. Assise dans son salon, Lola entend encore les aboiements dans le silence.
Elle a élaboré une technique pour se débarrasser de son angoisse. Elle écoute du Bach en avalant de petites gorgées de tisane brûlante. Elle se concentre sur le parcours du liquide en elle pour noyer les chiens. Lola ne pense même plus aux roses, elle les a oubliées. Les roses n'aboient pas, ne mordent pas. Elles peuvent bien s'emparer de son jardin avec leurs valeureuses épines, leurs pauvres tiges et leurs parfums entêtants. Pour l'instant, Lola s'en fiche. Parce que Lola, elle va être évidemment transformée par sa rencontre avec la narratrice et elle va se transformer, mais ça va au-delà. Donc, ce bac qui arrive pour rassurer votre personnage, est-ce qu'il est aussi dans le quotidien d'écrivain de Carole, ou alors c'est le silence absolu parce que les personnages vous demandent tellement d'imagination, tellement votre attention que surtout, il faut écrire en silence. Bah, j'ai pas d'habitude. Et ça dépend du livre en fait. Ben oui, oui, non, j'ai pas d'habitude. Et c'est drôle parce que justement, je dois faire une lecture des Roses Fauves avec des jeunes sopranos et il y a du bac. Donc quand même, il y a un c'est petit... marrant. Ouais. Et donc, j'ai pas d'habitude. En revanche, des fois, j'écoute de la musique, des fois, j'en écoute pas. Des fois, j'écoute la même en boucle. Parfois. Donc chaque roman a sa bande originale en fait. Mais chaque roman est complètement différent sur le plan de la façon dont il est écrit. La seule chose, en revanche, qui revient vraiment, c'est que j'écris à voix haute. Donc même s'il y a musique, à un moment donné, la musique, elle est étouffée. Écrire à voix haute, c'est-à-dire que vous lisez ce que vous écrivez en direct ? Voilà, quand je parle ce que j'écris. Vous parlez ce que vous écrivez. Voilà, j'ai besoin de passer par la parole. Je parle beaucoup, hein. Heureusement, parce que si vous ne parliez pas, là, on serait un peu embêté. Je parle beaucoup, donc je suis hyper bavarde. Et quand j'écris aussi, je parle. C'est une bonne raison, une bonne excuse pour parler toute seule. Donc j'écris et j'entends mieux. J'entends ce que j'écris. J'ai besoin d'entendre ce que j'écris. Et j'entends encore mieux ce que j'écris une fois que c'est écrit et que je le lis à quelqu'un. Oui, il y a une musicalité du texte que vous partagez avec quelqu'un d'autre. Voilà. Alors je le partage d'abord avec moi, puisqu'en fait j'ai besoin de m'entendre. Oui. Et après, une fois que j'ai un petit morceau d'écrit, il faut que je trouve quelqu'un. Un cobaye alors. Un cobaye. C'est une oreille. Je les appelle mes oreilles. Une oreille oreilles. bienveillante. Je les appelle mes oreilles. Ah oui, il faut que ça soit des oreilles bienveillantes et des oreilles qui se taisent. Parce qu'une oreille qui parle, c'est insupportable. Une oreille, c'est une oreille. Hein, donc, j'appelle des amis, je chope mes enfants, mon mari, je dis allez hop, t'as 2 minutes, et je lis. Et je sens dans l'écoute de l'autre si ça passe ou si ça passe pas. Et en plus, je m'entends mieux. Je m'entends plus fort. C'est comme une sorte d'amplificateur de lire à quelqu'un. De révélateur de ce que contient le roman. Ouais, je sens les choses et puis ça me donne envie. C'est-à-dire, parce qu'avant d'écrire, je raconte beaucoup. Après, j'écris pas forcément ce que j'ai raconté. Mais vous racontez à qui ? À vous-même ? Non. Enfin, un peu, oui, dans ma tête d'abord. Mais ça, c'est de l'ordre de la rêverie. C'est l'imaginaire, bien sûr. Voilà, c'est l'imagination. Mais après, je raconte à quelqu'un, n'importe qui. Je peux raconter dans les rencontres, justement, avec des lecteurs. Je peux raconter. Je raconte, ça m'est égal. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui écoute bien. Les gens, il y a des gens, on a envie de leur raconter des choses. C'est-à-dire qu'on sent un peu qu'il y a des gens qui savent écouter. Comme on choisit un lieu d'écriture, on choisit des récipiendaires de Mais de un livres. peu, par exemple, vous, eh ben, on a envie de vous écouter aussi, mais surtout de vous raconter. Bon, alors mais j'ai bien fait de venir. Mais c'est un peu votre métier. Voilà. Il y a quelque chose qui fait que dans le regard, tout d'un coup, il y a des gens, on a envie de poursuivre l'histoire. Et en fait, quand cette qualité d'écoute qui est magnifique, ça crée le conte, ça crée l'histoire. Le cheminement, oui. Parce qu'en fait, on a envie de continuer pour la personne qui écoute. Vous voyez ? Oui, c'est pas anonyme, c'est pas une écriture qui serait refermée, repliée sur elle-même. C'est un acte social. Aussi. D'ailleurs, exactement. toutes ces contrées, tous ces imaginaires, vous les croisez aussi dans un autre livre qui est publié par une maison de Laval, une maison d'édition, c'est WARM, ça s'appelle Paysage. On trouve des écrivains révélés ayant passé leur temps à réfléchir, à écrire à Laval, et vous préfacez ce livre, Paysage au pluriel, et vous dites une chose qui ne nous étonnera pas après vous avoir écouté. Vous dites « Je n'arrive pas à intégrer
le sens géographique du terme. Pour moi, un paysage est cette expérience spirituelle et artistique de la beauté, le moment où un lieu se change en œuvre d'art par la force d'un regard. On peut l'écrire, le photographier, le rêver, le peindre, le contempler. Les paysages urbains sont bien peu paysages à mes yeux, comme si le terme de paysage était associé à la nature et portait forcément en lui quelque chose de sauvage. Donc un rien peut être le déclencheur de l'imaginaire, même une poubelle, une rue sombre, et vous pouvez... Bah ouais, non, mais justement. Je dis un peu le contraire, c'est-à-dire qu'en fait, une poubelle, une rue sombre, en vérité, c'est vraiment déclencheur de l'imaginaire. Mais là, je dis que c'est peu paysage, donc que Ouais. c'est peu, que ça va pas se déployer normalement. En vérité, c'est pas vrai. C'est vrai que ça sera pas un paysage, mais ça sera autre chose. Et euh, ça peut m'embarquer sans doute ailleurs, mais autant C'est un prétexte. qu'un paysage. C'est pas un prétexte, c'est un passage. Oui, c'est-à-dire que comme on va rencontrer une lectrice qui va être, sans le savoir, euh, un passeur, puisqu'elle va vous donner le début d'un chemin pour écrire un livre, vous nous l'avez dit avec Les Roses Fauves, eh ben, il y a des moments, des images dont on ne se rappelle plus avec détail en fait, mais qui vont être des points de départ, des passages vers l'ailleurs. On ne débarque pas directement forcément vers l'ailleurs. C'est vrai qu'on a toujours besoin de points de passage. Oui, Des microsecondes. mais des passages secrets, c'est des, c'est des presque rien. Ça peut, ce qui nous embarque, hein. Euh, là, là, c'est le jardin pour moi. Voilà, c'est le jardin des roses fauves, le jardin de la Postière. Et dans un jardin, il se trouve que moi je suis une urbaine, hein, donc justement à la base, les paysages pour moi c'est l'ailleurs, c'est le sauvage, c'est tout ce que j'ai pas eu, quoi. C'est là où je peux contempler, partir, rêver, imaginer, et tout machin. Un jardin, je sais pas ce que c'est à la base, je sais pas ce que Ce c'est qui à part. facilite le rêve alors. Ah bah oui, parce que, mais en même temps, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je plantais des haricots sur le bord de la fenêtre, dans des petits Déjà pots. toute petite. Et mais c'est magique. Mais attends, c'est magique. Ça pousse au début. Bon, après, je les oubliais, alors ils crevaient. Mais il y Ça, avait le point de départ. mais il y avait le point de départ. Ça pousse. Je trouve ça fabuleux, quoi. Il y a un truc qui se passe. La germination, c'est un truc délirant pour un enfant. Euh, C'était fou. Et il se trouve que désormais, j'ai un jardin et que j'ai découvert ça à grande échelle. Et j'ai découvert les rhizomes des orties, les trucs qu'il faut tirer comme ça pour arriver à s'en débarrasser parce que quand même ça envahit un peu. Les rhizomes des fougères, le machin complètement envahissant. Avec du vocabulaire technique en plus. Un Comment? champ lexical adapté au jardin en plus. Parce que quand on rentre dans le monde du jardinage comme Oui, Lola, on va parler un autre langage. bien sûr, et ça c'est des mots qui font rêver. J'ai découvert les roses que j'aimais pas, et je me suis dit Et que qui vous occupe bien maintenant dans vos et livres. et qui m'occupe parce que c'est vrai, j'ai découvert le printemps avec ce vrombissement d'insectes, tous ces trucs en suspension dans l'air, tout d'un coup, tout change, quoi. Et ça germe là, c'est ce qui se passe en ce moment-là. En ce moment, moi, je loupais toujours le printemps quand j'étais en ville. Ben, je loupais le printemps parce qu'en fait, c'était toujours trop tard. Les feuilles étaient déjà sur les arbres quand je regardais. Enfin, je sais pas comment expliquer. Là, je vois le machin qui, de jour en jour, pas. Mais c'est foudroyant le printemps. C'est- L'écrivain aussi, c'est cette capacité à capter, même parfois ce qui est invisible aux yeux de celui qui passe. Oui, C'est merveilleux, puisqu'on est dans l'imaginaire, dans le merveilleux. Il y a une chose qui est bien réelle, même si on échange virtuellement avec ceux qui nous font l'amitié de nous suivre, c'est qu'il nous reste encore 10 minutes à passer ensemble. Ça, c'est un privilège. Mais si vous avez des questions, eh bien, vous n'hésitez pas, puisqu'on est là pour répondre, en tout cas Carole. ah bah oui, Même si vous normalement, n'êtes pas là physiquement, on est là pour répondre. D'ailleurs, moi, j'ai une question de lecteur à poser, mais peut-être qu'elle est déjà dans le chat, selon la formule consacrée. Il y a beaucoup de personnages dans Les Roses Fauves, beaucoup de voix qui se succèdent. Et comment on fait avec ces personnages? Ils continuent à habiter votre imaginaire ou quand on a fini d'écrire le livre, bon, bah écoutez, messieurs, mesdames, les personnages, surtout mesdames, c'est fini, vous rentrez chez vous et puis moi j'ai fini mon livre, vous quittez mon imaginaire, comment ça se passe? On les quitte ou ils viennent à peupler l'imaginaire que vous développez? bah normalement, il vaut mieux quand même les quitter.
Même si C'est-à-dire ça peut que être brutal. c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à terminer un roman, moi. Ah, par peur de les Je quitter. mets 5 ans, entre 15 ans et 5 ans à écrire un roman parce qu'une fois que je suis avec eux, je suis bien et en général, ils mettent du temps à naître quand même. Tu vois, c'est Oui, pas, déjà, il y a toute ils la arrivent pas maturation. immédiatement ou parfois il y en a qui peuvent arriver de façon extrêmement vive comme une floraison au printemps, mais en général, ça demande pas forcément qu'une seule saison. Et donc, une fois qu'ils sont là, je suis installée avec eux. Ce que je dis, j'ai d'autres copains, hein, je précise quand même, Non, des mais on n'en vrais et doutait tout. pas, on n'en doutait pas. Mais bon, en fait, ils sont, ouais, ils me hantent, ils m'habitent. C'est des occupants, quoi. Et en général, j'apprécie, je les apprécie. J'aime les découvrir, j'aime parfois même quand ils m'échappent. C'est-à-dire que finalement, j'avais prévu un destin pour eux et puis ils font autre chose au Oui, moment où, ils sont coquins. oui, mais c'est même plus que ça, quoi. C'est juste parce que ce que j'avais prévu pour eux n'est plus logique finalement. Quand j'arrive et qu'ils se sont dépliés, eh ben il y a autre chose de plus logique à faire et ils le font au moment où j'écris, quoi. C'est assez délirant, quoi. Je trouve ça un côté magique pour le coup. Je sais bien que c'est moi qui, au bout du compte, tire les fils. C'est pas eux, mais Mais j'essaie. ils ont une Mais interaction. et il y en a certains desquels j'ai vraiment du mal à me détacher. Et donc, en Lola, par fait, exemple, Lola, la postière du livre. Lola, non, ça va. Ça va. Ah oui. Oui, Lola, j'ai réussi. J'ai réussi à me détacher et j'aime assez parce que de toute façon, Lola, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que Lola, elle le réclame. C'est-à-dire que Lola, grâce à l'auteur, qui vient dans sa poste et avec laquelle elle va lire tous les extraits de ce cœur cousu d'ancêtre et grâce à laquelle elle va planter, parce que dans le cœur qui s'est déchiré, il y a un plus petit cœur avec des graines Oui, et il elle va existe. planter ces graines-là dans son jardin et ces graines, c'est des graines de roses fauves qui vont mais tout envahir, pire que les fougères ou les orties, c'est des roses incroyables avec un parfum fou d'une sensualité dingue qui va provoquer des tas de choses chez Lola qui jusqu'à présent n'avait pas de vie affective, n'avait pas de vie amoureuse, n'avait pas et qui va tout d'un coup être euh, euh, basculé dans un autre monde qui va devenir autre et qui va acquérir une forme de liberté, y compris une liberté vis-à-vis de l'auteur qui est en train d'essayer d'en faire son personnage. Donc de cet auteur qui l'a aidé, mais qui au bout du compte Se retrouve se dit ah mais je manipulé. vais l'utiliser et elle va devenir mon Alors, à personnage et propos je de vais liberté et de personnages, mais bien réels, parce que sinon on va oublier, ça serait dommage, on va appeler, si vous êtes d'accord, Carole, la voix magique. ouais. Cette voix qui va nous rapporter les questions que vous vous posez. Alors, voix magique, puisqu'on va l'intituler comme ça, hein, ça vous va, Carole? D'accord. Allez. Alors, nous vous écoutons Fantomatique. attentivement, et ça peut être des questions de jardinage, on l'aura compris. Ouais, allez-y. Bonjour. Et Bonjour. oui, question de jardinage. Donc, nous avons une question de la part de Aude, Bonjour, qui est Aude. très curieuse et qui voudrait savoir s'il y a des nouveaux projets en cours ou en germination. Oh, belle question. Ah, merci Aude. J'ai eu peur, je croyais qu'on allait parler de fleurs et je suis vraiment... En fait, j'aime beaucoup les fleurs, les plantes et tout, mais je suis pas très douée. Enfin, je dis ça, si ça se trouve, je vais On va voir, acquérir ça. la prochaine fois, Mais alors vous là, partagerez des non, photos. le prochain projet, puisque justement, je suis dans la... j'ai été très insomniaque. Je suis très insomniaque d'une façon générale, mais là particulièrement pendant le premier confinement, j'ai la trouille, tout ça, l'angoisse, le machin, L'épidémie, etc. l'épidémie, imaginer que le monde va basculer, bon, voilà. Donc j'ai été super insomniaque, et donc je me suis dit, il faudrait quand même pouvoir faire quelque chose de ces insomnies desquelles on ne peut jamais rien faire, parce que quand on est insomniaque, en général, on tourne en rond, on a des pensées qui tournent en rond, et il n'y a rien à faire pour en sortir. Et j'ai commencé à me renseigner sur le sommeil et sur le rêve et sur les différents sommeils et le sommeil paradoxal et les liens entre le pourquoi du rêve, le pourquoi du sommeil paradoxal qui finalement est un sommeil qui demande énormément d'énergie et qui ne repose pas du tout. À quoi ça sert c'est pas que l'inconscient qui s'exprime, il y a aussi
le fait que ça nettoie les neurones. Il y a plein de choses très intéressantes dans le sommeil. Il y a des troubles du sommeil qui m'intéressaient, que j'ai commencé à étudier, à regarder. Et en fait, je pense que Le sommeil sera c'est là-dessus que je vais me pencher. Enfin, j'ai commencé à me pencher là-dessus, à vrai dire, sur le sommeil. Pour réveiller de nouveaux projets, alors. Voilà, pour réveiller de nouveaux projets. Et sur le sommeil et sur autre chose qui m'intéresse aussi beaucoup, parce que je suis entourée de personnes, là où je vis, qui sont passionnées par les oiseaux. Et d'ailleurs, c'est des hommes. Et je les adore et tout, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils couvrent leurs œufs, quoi. Je trouve ça fou, ils sont passionnés par les oiseaux. Et ils m'ont appris le phénomène de l'imprégnation, que je ne connaissais pas. Cette idée qu'en fait, il y a certains oiseaux, en particulier, Conrad Lorenz parle de l'oie cendrée, en particulier, mais il y en a plein d'autres. Quand l'œuf éclot, le premier être vivant qu'ils vont voir, ils vont en faire le parent. Et donc, c'est fou, quoi. C'est fou parce que ces personnes que j'aime beaucoup, en fait, en ont imprégné des oiseaux. Et, ils se sont transformés en parents d'oiseaux, en fait. Oui. Donc, entre le sommeil et les oiseaux, on a peut-être le cheminement vers quelque chose, on ne sait pas quoi. Voilà, exactement. Donc, il y a tout un travail. Je sais qu'il y a une petite fille, en tout cas, qui va imprégner des oies. Et que cette petite fille, comme dans les contes un peu, alors que c'est une réalité, elle va être suivie toujours par ces 3 petites oies. Et je sais qu'elle est là, et je sais qu'il y a tout un travail autour du sommeil de cet enfant. Voilà. Alors nous, on est suivis par la magnifique équipe technique qui nous accompagne sous la supervision de Arnaud. Il faut rendre hommage à ceux grâce à qui on existe auprès de vous, amis lecteurs. Alors il nous reste 2 minutes, puisqu'on est timé. Vous dites dans le livre, enfin vous faites dire à l'un de vos personnages que finalement on fait ses choix en lisant dans la vie. Et s'il y avait justement 1 ou 2 livres, on n'aura pas le temps de tout raconter, mais 1 ou 2 livres qui vous ont aidé à faire des choix. Alors, ce n'est pas la peine de s'étaler sur les choix qu'ils vous ont aidé à faire, mais en tout cas, ces livres qui sont des livres, voyez, porteurs de décisions, inspirateurs. Alors, porteurs de décisions. Le bruit et la fureur de William Faulkner, qui m'a vraiment donné envie d'écrire. Romain Gary, Émile Ajar, avec La vie devant soi, qui m'a permis de rire malgré une énorme tristesse, et qui m'a permis de me relever, de rire et de pleurer et de me relever. Baudelaire, Hugo, Rimbaud, Verlaine, pour toutes les nuits avec lesquelles vous avez voyagé grâce à eux. J'ai pu passer la nuit grâce à eux, en les lisant à voix haute, parce que ils vous ont bercé ou accompagné. Voilà, mais parce que non, ils m'ont vraiment aidé à percer la nuit. Non, à passer la nuit, dans le sens où petite, j'étais déjà insomniaque et j'étais déjà accompagnée par une kyrielle de peur. Et donc, en fait, en lisant leurs poèmes à voix haute pendant mes nuits d'insomnie, j'arrivais à passer la nuit. Voilà, c'est de belles invitations à vivre la nuit autrement. Donc... Et puis des jeunes auteurs extraordinaires qui sont ici. Mais il y en a plein. Mais on va les découvrir tout au long de ce festival. D'accord. Et on aura le temps de vous retrouver tout à l'heure, n'est-ce pas, Carole? Carole Martinez, Les Roses Fauves et ce livre à découvrir chez Warm Paysage. C'était un plaisir d'être avec vous et d'être avec vous de l'autre côté de l'écran. On était tous ensemble, c'était une communion livresque, on va dire ça comme ça. Évidemment, le festival continue tout au long de la journée et le moment que nous venons de vivre ensemble va être en replay d'ici quelques minutes. Alors, ouvrez les livres, vous pourrez plonger dans l'imaginaire, découvrir des coraux merveilleux pour aller là où vous voulez. Merci beaucoup, Carole Martinez. Merci, Olivier. Et la lecture continue avec Lecture en tête.